tous, c'est Ensemble c'est mieux. Bienvenue à la maison. Et puisqu'on parle de maison, ça tombe bien parce que Aurélie Vérité est là ce matin et on va parler de décoration. Oui, bonjour. Ce matin, je viens vous présenter un projet d'une maison en construction qu'on a aménagée. On a travaillé la pièce de vie dans un esprit plutôt fleuri et coloré. Ça tombe bien à l'approche du printemps. On va retrouver une autre fleur sur ce plateau. Elle s'appelle Céline. Bonjour Céline. Vous Bonjour. nous présentez une innovation ce matin. Oui, je vais vous parler de Entoureo. C'est une start-up qui nous aide à préserver nos histoires de famille. Mais ça tombe bien que vous parliez de la famille parce que justement, nous aborderons une question maintes fois posée. Faut-il laisser les enfants s'ennuyer? Alors personne ne dit qu'on a une réponse toute faite, mais on va quand même voir quelques éléments avec une psychologue en plateau. Il sera aussi question d'un nouveau projet sur la plateforme Kengo. Le Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes a besoin de votre soutien financier pour restaurer du mobilier ancien de pharmacie. En musique, on vous présentera le nouvel album du groupe Plantec et vous verrez, ça déménage. Et puis enfin, on retrouvera Billy qui s'est rendu à l'association Humanima qui forme à la médiation animale. Vous verrez. Voilà pour le programme du jour. Bienvenue à vous tous sur ce plateau. Merci. On est ravis de vous retrouver. Bonjour ma chère Catherine, comment ça va? Bonjour Laurence, ça va bien et vous? Ça va bien, impeccable. Oui, ça va bien. Moi je m'ennuie jamais, vous voyez? Oui. Quand je suis avec vous, de toute façon je ne peux pas m'ennuyer. Mais est-ce que c'est une bonne chose, Laurence? Mais je ne sais pas, la question est posée. On va se poser la question, Oui. parce que après moi j'ai des petits chiffres scientifiques, bon ça veut peut-être rien dire, mais vous saviez vous qu'en 10 années, le QI de la population a baissé en France de 4 points? 13 en Angleterre, on va pas les montrer du doigt, mais c'est lié à quoi, à votre avis? Alors je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas lié au Minicum, j'ai regardé, puisque Minicum, émission jeunesse Oui. sur France 3, bien sûr. Bien sûr. Donc l'étude date de 99 à 2009, et les Minicum, eux, ont commencé en 93, donc c'est ça pas n'est de pas notre lié. faute. Voilà, Ok, j'ai juste donc dit ça des va. chiffres comme ça dans le vent, ça ne sert à rien. Par contre, je vais vous faire une citation philosophique, et là, spéciale dédicace à Karl Brozek. Le malheur des hommes, disait Pascal, c'est de ne pas pouvoir rester une heure dans une chambre et de ne pas pouvoir faire face peut-être à la réalité du monde, peut-être à ses origines, à son pourquoi, son comment. Voilà. Et c'est ça que l'enfant ne sait pas faire, savoir pourquoi il existe, pourquoi nous existons, quel est notre but dans la vie. Et c'est peut-être parce qu'il n'est pas une heure régulièrement dans sa chambre, seul, sans distraction télévisée, de jeux, etc. Moi, ce que je vous J'aime propose... bien quand vous êtes philosophe comme ça. Merci. En fait, c'est Et on fait un facile. petit coucou à Karl d'ailleurs. Mais On bien en profite sûr. qui est au fond de son lit avec la grippe. Oh, mais pour leur un oui. petit bisou. C'est Voilà. bluffant, mais la relève est là, Karl. Rassure-toi. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est qu'au lieu de les laisser se curer le nez devant des Legos, c'est de les mettre dans... Alors, après, vous allez dire, un psychologue va pouvoir valider ou pas, de les laisser seuls dans une chambre. Alors, on va pas être dégoûtant non plus, on va les laisser avec un petit objet, un petit couteau, des petites branches de bois pour qu'ils puissent construire leurs outils. Mais puis de se dire, Attention voilà... au couteau quand même. Tu reviens, Louane, quand tu auras trouvé le sens de la vie. Pendant ce temps-là, vous, discrètement, appelez les copains-copines. Faites-vous des margaritas, amusez-vous. Profitez-en pendant que votre enfant s'ennuie. Et surtout, alors ce n'est pas parce qu'il ne faut peut-être pas les laisser s'ennuyer, qu'il ne faut pas, en tout cas, les laisser nous ennuyer. Ah, waouh. Non, mais profitez-en, voilà. On va voir après ce qu'il faut vraiment faire. Je laisse quand même à la psychologue le soin de nous en dire un peu plus. Bon, alors pour l'instant, on va écouter une petite introduction en images avant que Patricia Blin nous en dise en effet un peu plus. Allez. Théo fait un max d'activités, il pourra pas s'ennuyer. T'es sûr que c'est pas un peu trop? Pour 59% des familles, l'épanouissement de l'enfant est la priorité numéro 1. Mais attention à ne pas confondre épanouissement et surstimulation. Si vous êtes terrorisé dès que votre enfant profère le fameux « je m'ennuie », et que par peur du vide, par culpabilité ou pour avoir la paix, vous vous empressez de lui trouver une occupation ou de le coller devant un écran, sachez-le, vous faites fausse route. Tous les psys vous le diront, il faut laisser votre enfant s'ennuyer de temps en temps. L'ennui, c'est formateur. Tout d'abord, cela lui permet de ralentir, de se poser, d'apprendre à se connaître et de trouver un peu d'autonomie. Ce n'est plus vous qui décidez pour lui, c'est lui qui organise son temps. Autre intérêt de l'ennui, il stimule la créativité. Votre enfant doit puiser dans son imagination pour s'occuper et pourquoi pas rêver, réfléchir. L'ennui développe aussi le sens de l'observation. Et plus il sera attentif au monde qui l'entoure, plus il sera capable de le comprendre et de s'y faire une place. Rien d'ennuyeux dans tout ça, non ?
Ben non, rien d'ennuyeux. Il manquerait plus que ça d'ailleurs. On va retrouver tout de suite Patricia Blin. Bienvenue à vous. Vous êtes psychologue, Patricia. Alors d'abord, on va clarifier certainement avec vous la notion d'ennui, parce que finalement, on a toujours l'impression que ça a une résonance négative. Quand on parle d'ennui, c'est jamais associé à quelque chose de positif. Oui, parce que quand on regarde les mots ou quand on cherche les mots pour définir l'ennui, il y a quand même un rapport notamment au temps. On parle d'un temps lourd, un temps où effectivement il y a une temporalité qui s'arrête un petit peu. Il y a aussi un rapport au sentiment de la vie avec la tristesse, l'abattement, un sentiment par rapport à l'existence avec le sentiment de vide. On dit bien mourir d'ennui. Oui, et puis aussi, il y a un rapport avec le corps, parce que l'ennui vient se loger aussi dans le corps. Il y a un corps qui se traîne, un corps qui se lasse. On l'éprouve en fait, l'ennui. Hein. On ne peut pas toujours en dire d'ailleurs quelque chose, ça se vit. Voilà, et ça se loge dans le corps. Aussi. Alors, avec autant d'impressions négatives associées à cette notion, on se demande quand même bien pourquoi il faudrait laisser les enfants s'ennuyer finalement. Oui, alors est-ce si négatif? Voilà, en tout cas, c'est la perception qu'on en a avec les codes d'aujourd'hui. Hein. Alors, est-ce qu'il faut s'ennuyer? Alors, avant que chacun peut-être réfléchisse, pense à sa propre réponse, moi je vais faire quelques petits détours. Je vais m'amuser un peu avec vous. Voilà. je vais notamment partir sur une citation d'un psychanalyste que j'ai trouvé, qui s'appelle Lacan, et qui nomme comme ça que l'ennui, finalement, c'est l'envie d'autre chose, c'est le désir d'autre chose. Ça paraît effectivement comme ça évident, mais voilà, on va déplier un petit peu en disant que finalement, le désir, à ce moment-là, il est un peu en instance. Hein, il est en souffrance d'eux. Hein, on n'arrive plus à s'accrocher à quelque chose, une activité, on est entre deux rendez-vous. Et au fond, c'est ça l'ennui. On est dans un moment de flottement, un moment de vide, et c'est ce à quoi on a affaire. Alors, c'est pas très agréable, c'est pas confortable, et parfois, l'ennui aussi signale un petit peu quelque chose avant l'angoisse aussi. Hein. Avant l'angoisse. Voilà. C'est parfois. Ce qui est en jeu dans l'ennui. Alors, pas toujours. Alors, l'ennui, en fait, je vais refaire encore d'autres petits détours aussi pour vous expliquer, en tout cas pour éclairer un peu. En fait, l'ennui, je viens de dire, il y a quelque chose qui a rapport au corps. Alors, le corps, finalement, ça se montre, on le voit. Hein, mais l'enfant, puisque là, on parle des enfants, va venir s'adresser à l'adulte, et en nommant comme ça, en se plaignant avec le ton qui va bien, mais je m'ennuie. Voilà, ça paraît comme ça très lourd et les pauvres parents, mais que peuvent-ils en faire? Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il demande, l'enfant, finalement? Eh bien, c'est une attention. Hein, ouais. C'est une attention. Et alors, en fait, pour expliquer un petit peu plus large, quand on arrive au monde, en fait, on est tous dépendants de l'autre parce qu'on arrive dans une immaturité à la fois physique et psychique. Sans l'autre, on ne peut rien faire. Et il faut savoir que la mère, mais ça peut être aussi le père, ou en tout cas la personne qui va prendre soin de l'enfant, par sa présence et son absence, vient déjà indiquer quelque chose à l'enfant. L'enfant va découvrir la solitude par cet écart-là, entre une présence qui va venir comme ça satisfaire, venir répondre, venir parer à l'angoisse peut-être aussi du tout premier, des premiers jours et bien après, et avec l'écart, avec l'absence, où là, l'enfant va se retrouver tout seul, va attendre, va être peut-être un peu frustré, et bien là, il y a le premier battement de la vie, en fait. Le plein, le vide, la vie, la mort. Voilà, et ça donne déjà un rythme. Et alors voilà, on peut faire... En tant que parents, on a toujours un peu tendance à vouloir venir combler ce vide. Et est-ce que c'est contre-productif? Est-ce qu'en fait, on ne rend pas service à son enfant en voulant l'occuper comme ça tout le temps, le sursollicitant? Oui, alors c'est pas si simple que ça, parce que là, j'explique, ça paraît comme ça très linéaire, très facile. Dans la réalité, ça ne l'est pas, évidemment, parce que finalement, la question de l'enfant, elle vient confronter aussi le parent à ses propres questions. Hein. Comment on fait face soi-même au vide, à l'ennui, à l'absence, là où maintenant, on est dans une société où finalement, on comble beaucoup. Et on pense, à tort ou à raison, mais ça après c'est l'histoire de chacun, qu'il faille combler et que pour être certains parents en tout cas, que pour être un bon parent, il faille comme ça surstimuler, ajouter beaucoup d'activités scolaires, extrascolaires, les écrans, les jeux à tout va, et il n'y a plus ce temps, en tout cas, cet autre battement dont je parlais tout à l'heure, où il y a besoin que ça se pose un peu. Hein. Alors, Patricia, je vous propose qu'on écoute une question d'Emma, qui est éducatrice de jeunes enfants. Je vous laisse.
Comment faire comprendre aux parents que quand leur enfant n'a rien fait de particulier, il a quand même été dans une action, parce que le contact des enfants et des adultes est déjà dans une activité. Donc ennui, imagination, oui. Comment le faire passer aux parents? Merci. Alors voilà, c'est une question pas évidente, hein. C'est un peu du cas par cas, c'est ce que vous dites aussi. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs. Alors la question d'Emma est très intéressante parce que actuellement, on est beaucoup dans le faire, dans la production, en tout cas ça rassure. Quand on ne fait rien, c'est plutôt associé à une perte de temps. Et c'est là l'écueil en fait, puisqu'on va plutôt valoriser quelque chose de surproductif en venant comme ça combler et boucher un petit peu tous ces espaces-là. Et c'est là qu'on empêche l'enfant de développer ses ressources intérieures et puis la confiance en lui. Oui, alors disons qu'on ne laisse pas le temps à l'enfant de faire ses propres expériences. Parce qu'un enfant, en fait, a besoin de trouver aussi en lui ses explications et sa petite théorie du monde. Il a besoin quelque part de rêver, d'imaginer, d'échafauder certains plans. Et puis aussi pour trouver peut-être dans ces moments-là son goût personnel vers, je ne sais pas moi, la peinture, l'écriture, le bricolage. Voilà. L'écriture sur les murs, tout ça. Voilà. C'est peut-être ça qui fait peur d'ailleurs, parce que c'est plus de temps pour faire des bêtises, des choses, des bêtises. Ouais. C'est des expériences. Ce sont des expériences. Voyons-le comme ça. Après, vous en ferez ce que vous voudrez en tant que parent et vous gérez ça à votre façon. Alors, Patricia, justement, en tant que parent, comment se faire un petit peu aider, justement, trouver des pistes? Peut-être qu'il y a des livres, on va conclure avec ça, il nous reste très peu de temps. Il y a des livres peut-être qui peuvent nous aider Alors, il y a un livre qui est très intéressant d'une psychologue qui s'appelle Sophie Marinopoulos, qui s'appelle Les trésors de l'ennui. Les trésors de l'ennui. Voilà, donc je vous en conseille vivement la lecture. Et notamment, l'auteur elle-même explique comment elle a dû faire face, elle, petite fille, face à sa mère qui ne venait pas répondre directement à ses demandes d'ennui. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Après, il y a aussi un autre livre dont je vous recommande la lecture qui s'appelle Le temps du rêve de Henri Beauchot. Et là, c'est l'auteur lui-même qui parle lorsqu'il était enfant, presque jeune adolescent. Il tombe amoureux pour la première fois d'une petite jeune fille et comment, entre la première rencontre et la deuxième, il imagine, il rêve cette deuxième rencontre. Voilà. Donc il y a vraiment ce temps-là précieux, presque fondamental aussi, qu'on ne laisse peut-être plus assez pour nos enfants. Merci Patricia, merci beaucoup. Céline est à vos côtés. Céline, est-ce que vous vous êtes ennuyée étant petite fille ? Certainement. Est-ce qu'on vous a laissé vous ennuyer? Certainement, oui, parce que je pense que j'ai pu aller dans des mondes imaginaires de temps en temps. Ma créativité je laisse exprimer ma créativité. Mais c'est bien, moi je suis d'accord avec cette façon de voir les choses, de laisser ennuyer. Ça se retrouve dans la créativité que vous avez aujourd'hui en plateau et pour nous parler toujours de nouvelles idées. Et justement, il y en a une dont vous vouliez nous parler ce matin. Oui. C'est Entouréo. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Entouréo, ce concept innovant qui concerne la famille? Alors je vais commencer par un petit sondage. Je voudrais savoir qui parmi vous a déjà pensé interroger un proche, que ce soit un grand-parent, un oncle, une tante, pour connaître son parcours de vie, faire un arbre généalogique ou une biographie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé à ça? Oui. Alors qui l'a vraiment fait? Non. Personne. Voilà. Donc on est nombreux à être très curieux de nos origines, mais malheureusement on se sent un peu perdu quand il s'agit de se lancer dans ce type de projet. Par quoi commencer? Quels outils utiliser? Quels logiciels? Puis ça demande du temps. Et je fais partie de ceux qui ont abandonné. J'avais initié ce projet et je l'ai mis de côté. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui je reçois une certaine frustration de ne pas être allé au bout et même une pression parce qu'on n'est pas éternel. Et ceux qui peuvent témoigner de leur vie passent un jour de l'autre côté du voile. Ouais. Et dernièrement, j'ai découvert Entouréo, c'est une start-up qui a été créée l'année dernière, donc en 2019, et qui accompagne les familles à créer des livres de souvenirs. Donc, ils fournissent des guides d'entretien, du matériel d'enregistrement et de numérisation pour pouvoir créer le dialogue. C'est génial. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Expliquez-nous. Vous recevez un petit coffret chez vous qui contient un micro-cravate, un guide d'entretien qui a été élaboré par des biographes et des psychologues, et qui vont vous orienter, vous aiguiller dans la discussion. Après, vous allez rendre visite à votre proche, par exemple votre grand-mère. Vous prenez un petit thé,
une petite madeleine et vous évoquez les différents chapitres des crêpes. Mais voilà. Et on demande chacun ses petites références. De mamie. Ah oui. Mais l'idée, c'est que vous puissiez évoquer les différents chapitres proposés et questions, par exemple les souvenirs d'enfance, les rencontres amoureuses, la vie à deux, le jour où papy t'a demandé en mariage, c'était comment, tes émotions. Est-ce qu'il y a des conseils que tu veux donner à la jeunesse? Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as jamais fait et que tu aimerais réaliser aujourd'hui. C'est vraiment un voyage dans le temps, un moment convivial et chaleureux. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de cette discussion, vous intégrez les enregistrements sur une plateforme, un espace sécurisé en ligne. Automatiquement, Entouréo les retranscrit. Il y a un délai de 48 heures pour récupérer les écrits des enregistrements. Libre à vous de les modifier, d'ajouter des photos. Et quand tout est prêt, vous pouvez, Entouréo, se charge de la mise en page, de l'impression et de l'envoi du livre. Le livre qui fait entre 80 et 250 pages. Ah oui. Un format de 16 à 24 cm, donc c'est un peu plus grand que ceci. Et grand-mère, il n'y a que 80 pages. Oui, bon. On s'est ennuyé pendant sa vie. Faut envoyer de l'anecdote. Et c'est imprimé en France, dans une imprimerie qui est certifiée Imprime Vert, donc respectueuse de l'environnement. Et puis, ils fournissent même le petit scanner pour la numérisation. La plateforme sécurisée enregistre tous vos documents, enregistrements, arbres généalogiques, accessibles pendant 1 an, et c'est collaboratif. Vos cousins, vos oncles, vos tantes, qui vous voulez, frères et sœurs, peuvent contribuer au projet puisqu'ils peuvent avoir un accès. C'est formidable ça. Mais alors, super. Est-ce qu'il y a un guide, par exemple, je ne sais pas, un guide d'entretien, une trame, un canevas qu'on est obligé de suivre, ou alors est-ce que ça peut le guide vraiment... d'entretien, c'est ça. Il y a des chapitres et des questions qui sont proposées. Mais c'est vrai que dans une discussion, on peut vite déborder. Oui. Une question en amène une autre. Et chaque histoire est unique. Donc le guide pourrait avoir ses limites, mais en fait, non. Puisque Thomas Delage et Kevin Lamberton, qui sont les fondateurs, ont pensé à tout. Les questions, les chapitres sont proposés. Ils ne sont pas figés. On peut supprimer, on peut en ajouter. Et en ce qui concerne les enregistrements, ils sont automatiquement récupérés pour retranscription. Mais si vous revenez sur un sujet à un moment donné, qu'il y a un nouvel enregistrement sur ce même sujet, aucun problème, ce sera aussi retranscrit. D'accord, donc il y a une souplesse. Il y a une souplesse, une flexibilité et qui fait qu'on a un livre qui est au plus proche justement de la réalité, de l'histoire de cette personne que l'on interroge. D'accord, on imagine que ça renforce les liens intergénérationnels de manière très très forte du coup. Oui, intergénérationnel, mais c'est vrai que c'est utilisé beaucoup pour les grands-parents, mais ça peut aussi être pour un oncle, une tante, un frère, une sœur. Ça crée des liens, c'est sûr. C'est une discussion à cœur ouvert qui permet d'apprendre à connaître la personne au travers de son histoire. Et j'ai envie de reprendre une phrase de Confucius qui disait « La nature fait les hommes semblables, mais la vie les rend différents. » Parce qu'effectivement, on vient tous de quelque part. Nos parcours nous forgent, que ce soit l'éducation, la profession, les amours, les amitiés, qu'on les ait bien vécues ou non. Ça influe sur nos comportements. Donc d'avoir ce genre de discussions peuvent permettre de comprendre aussi les réactions de nos proches. Et je pense que quand on sait d'où l'on vient, on comprend ce que l'on vit. On parle de mémoire transgénérationnelle. C'est dans les gènes. C'est les peurs, les traumatismes, des schémas qui se reproduisent au sein des familles sans comprendre l'origine. Eh bien, c'est non dit, c'est tabou. Parfois, ils ne sont pas évoqués parce que ça peut être douloureux pour la personne en question, mais aussi tout simplement parce qu'on n'a pas posé la question. Donc c'est un outil qui vraiment prône le partage, l'écoute et la considération d'un être qui nous est cher. Et puis je trouve ça vraiment chouette de pouvoir formaliser le tout et le transmettre de génération en génération. C'est vraiment une très très belle idée. C'est une belle idée que l'on peut tester parce que il y a Entouréo propose à l'occasion de la fête des grands-mères qui arrive là le 1er mars. Il propose d'envoyer des petits sachets de thé chez vos grands-parents, bio, bien sûr. Et avec un petit guide d'entretien, un petit guide de discussion qui permet d'initier le dialogue. C'est gratuit, c'est une petite mise en bouche pour tester, se rassurer aussi peut-être dans la démarche. Il faut s'inscrire sur cette adresse, donc bit.ly/entouréo-tisane, et vous recevrez ceci pour enclencher un joli discours, un joli moment avec ses proches. Merci beaucoup, Céline. Puis comme ça, les enfants pourront dire « Quand j'étais petit, je me suis ennuyée ou pas ennuyée. » Voilà, comme ça, et quelle richesse. Et quelle richesse, exactement. Allez, je vous propose qu'on aille retrouver Billy à la découverte d'une association bretonne. Aujourd'hui, c'est Humanima. Elle est basée à Saint-Gilles, près de Rennes, et elle propose des formations à la médiation par l'animal. Vous allez voir ça. Bonjour Laurence. Bonjour Billy. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Moi je vais très bien, puisque ici, dans Ensemble c'est mieux, nous on adore les animaux, et là il y a plein d'animaux. Alors on est venu te rencontrer ce matin, dis-nous, raconte-nous un petit peu pourquoi il y a tous ces animaux autour de nous. Alors ici vous êtes à l'Institut Humanima. Humanima c'est une association qui a
été créé en 2009. D'accord. L'objectif, c'est d'accompagner des personnes fragilisées et de mettre en place des ateliers de médiation par l'animal pour tendre vers des objectifs moteurs, cognitifs, psycho-affectifs. Quand par le biais des animaux. Ça veut dire des enfants, des adultes? Toute personne qui à un moment dans sa vie rencontre des difficultés, donc que ce soit des tout petits enfants, comme des personnes âgées, des personnes incarcérées, puisqu'on va en milieu carcéral, ça marche. Des personnes hospitalisées. Et là, l'animal va être une motivation à faire avec et pour lui. Alors vous formez des gens à aider au travers le chien ces gens-là. Ça dure combien de temps cette formation? Exactement. Alors maintenant, on fait des formations ici à Humanima. Des formations qui durent, alors celle que vous voyez en arrière-plan, c'est la formation la plus longue de 6 mois et demi. Okay. Ah oui. Ce sont des professionnels déjà, avant tout, des secteurs sociaux, médicaux, paramédicaux, qui se disent que dans leur activité, ils aimeraient avoir un outil supplémentaire à leur activité et l'animal va permettre... J'allais dire le chien, mais il n'y a que des chiens ou parce que là on a des petits cochons d'Inde, des lapins, il y a des chiens Oui, les animaux ont des vertus et après on va sélectionner un animal par rapport au travail qu'on veut. En fonction de ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi. Alors, en fonction de ce qu'on aime et surtout en fonction des objectifs de travail pour les personnes et de leur fragilité et de ce qu'il y a à travailler. Naya, assise. Encore plus fort, faut qu'elle vous entende. Naya, assise. Très bien. Super, Monsieur Doshi, merci. Pour finir, Monsieur Doshi, ce que je vous propose... Je vais la remettre debout, ça va être de lui demander de s'asseoir pour lui donner une croquette. Ça vous va? Je vais chercher les croquettes? Oui. Gaïa, assis. Gaïa, assis. Super. Bravo. Génial. Je vous donne la croquette, Monsieur Doshi? Oui. Hop. Vous vous rappelez, elle mange très vite dans la main. Hop. Je vous laisse lui donner. Bon. Très bien, Monsieur Doshi. Je suis fière de vous, c'est super ce que vous avez fait, vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui. Ah bon? Ah oui. Grâce à vous, Gaïa, elle écoute quelqu'un, un homme fort comme vous, qui lui demande de s'asseoir, de se coucher, et en plus, elle vous suit pour faire un parcours. C'est très bien, Monsieur Doshi. Bravo. Et vous avez vu, vous, concrètement, des choses s'améliorer très très vite ou ça met un petit peu de temps à se mettre en place? Très vite non, puisque là on n'est pas des magiciens. C'est vraiment la progression, la répétition de nos ateliers qui vont faire que les personnes vont prendre confiance dans leurs compétences, dans leurs capacités motrices, cognitives, psycho-affectives. Et progressivement, nous c'est des programmes de 4 mois qu'on met en place. Qu'on peut renouveler. Avec les patients, on dit les patients. Exactement, avec les patients. Et on fait des objectifs atteignables. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de travailler la motricité, l'amplitude d'un bras, on ne va pas, du jour au lendemain, lui demander de faire du twirling ou la majorette. Et d'avoir 30 cm d'amplitude, alors qu'elle est capable de faire 2 cm de caresse sur la première rencontre. Alors ce matin, là, on voit un petit peu de monde autour de nous. Vous êtes combien d'étudiants? Je ne sais pas, qui sont déjà professionnels. Vous avez combien de personnes en formation en ce moment? On a 7 personnes en formation pour le moment. D'accord. Tous des professionnels, on l'a dit tout à l'heure, mais moi je suis un particulier, j'ai un petit peu d'atome crochu pour les animaux. Je peux venir vous voir pour faire une formation? Alors, si vous avez comme projet de mettre en place des ateliers de médiation par l'animal, oui, il n'y a aucun souci. Ça va être une formation plus courte de 3 semaines, la formation technique à la médiation par l'animal. Et il y a des établissements qui nous sollicitent pour former un nombre important de leurs salariés parce qu'ils ont un animal à demeure dans l'établissement. Et donc, on fait des formations d'initiation pour ces structures. Eh bien, ensemble, c'est mieux. C'est ce qu'on dit toujours par chez nous. Merci beaucoup pour cette belle interview et à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Bonne journée et bon appétit. Voilà. Merci beaucoup, une magnifique initiative. Vous voyez, un jour vous y arriverez, Catherine. Oui. Catherine, depuis des mois, nous demande un chien sur le plateau, une mascotte pour Ensemble c'est mieux, c'est vrai. Non, mais en plus pour les enfants, imaginez un enfant s'occuper d'un animal. On ne peut jamais s'ennuyer, ça c'est sûr. Elle demande beaucoup. C'est vraiment la médiation avec l'animal, le lien avec l'animal. Validé par une psychologue. Ça c'est un argument. Allez.
On va maintenant parler d'un nouveau projet soumis au financement participatif sur la plateforme Kengo. Bonjour Catherine Lucas. Bonjour. Vous êtes membre bénévole du Conservatoire du patrimoine hospitalier qui est basé à Rennes. Alors, vous êtes une toute jeune retraitée. Vous avez exercé le métier de pharmacien. Oui, c'est un plaisir d'être la benjamine d'un groupe de personnes qui travaillent sur le patrimoine, donc au sein du Conservatoire du patrimoine hospitalier. Oui. Mes collègues travaillent depuis 2011 sur ce chantier et sur ce lieu d'exposition. Présentez-nous, si vous voulez bien, ce Conservatoire du patrimoine hospitalier qu'on ne connaît pas forcément très bien. Voilà, alors il est situé à Rennes, sur le lieu de l'ancien Hôtel-Dieu, à Rennes. Il est accessible tous les ans, en particulier au moment des Journées du patrimoine. Et il y a un afflux de visiteurs qu'on ne peut pas du tout, bien sûr, accueillir, parce qu'il y a eu, par exemple, plus de 400 personnes qui ont voulu visiter aux dernières Journées du patrimoine, et le lieu ne permet que 15 visites à la fois. Et donc, il est toujours dommage de voir que ces personnes-là ne reviennent pas dans le reste de l'année, où le conservatoire, où le conservatoire est ouvert tous les jeudis après-midi au public. Même sans rendez-vous, on vient, on pousse la porte et on est accueilli. Et on peut même parfois organiser pour des groupes de personnes intéressées, on peut y organiser des visites tout à fait spécifiques pour s'adapter aux contraintes des visiteurs. D'accord. Alors là, vous lancez un appel aux dons dans deux directions. D'abord, un appel aux dons d'objets, parce que vous savez que dans les greniers, dans les familles, il y a des objets qui ont marqué l'histoire et qui dorment, alors que vous pourriez les récupérer. Tout à fait. Alors, il est facile de nous joindre en regardant sur le site internet qui s'appelle cphr.fr. Donc, dans ce site, on a le numéro du contact que l'on peut appeler pour proposer des dons. Bien sûr, il faut discuter un petit peu du contenu, du volume, de la complication que comporte le transfert de certains objets. Mais souvent, ce sont des objets très simples, Vous cherchez quel type d'objet en particulier pour enrichir la collection qui compte quand même 6 000 objets déjà. On a été tellement ouvert que justement la collection, elle est formidable parce qu'elle balaye tous les thèmes du soin, de la médecine, de la science médicale. Et vous voyez, parfois, donc il y a un secteur pour les médicaments et les objets de pharmacie, il y a un secteur pour les objets de chirurgie, dont certains remontent à plus de 3 à 4 siècles, puisque la chirurgie est un art très ancien qui remonte au champ de bataille, même avant. Et il y a donc des disciplines plus modernes comme la radiologie, avec les premiers appareils de radiologie. Il y a donc tous les thèmes de la médecine, et c'est grâce à des dons non sélectifs, non orientés, que tous ces objets sont venus à nous. Le point de départ étant quand même le fait qu'on ait vidé des secteurs de l'hôpital de Rennes, et surtout de l'Hôtel-Dieu, dans lequel on a pu trouver des merveilles qui étaient mises à l'abri et parfois oubliées depuis la dernière guerre. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à la plateforme Kengo, c'est qu'aujourd'hui, vous lancez un appel aux dons spécifique pour la restauration de 2 meubles bien particuliers, 2 meubles de pharmacie. Alors, expliquez-nous un petit peu cette histoire assez rapidement, parce qu'il nous reste assez peu de temps, si vous voulez bien. Donc, on a eu la chance d'avoir un contact avec une pharmacienne qui finissait sa carrière à Paimpol, et voici les meubles donc que l'on souhaite restaurer. Et quand ces meubles ont été offerts au conservatoire, c'était pour qu'ils restent en terre bretonne au nom du grand-père de cette dame, qui était Yves Huon, et qui avait donc fait construire ces meubles pour mettre en valeur sa production d'huile de foie de morue. Alors, l'huile de foie de morue, forcément, elle était toute naturelle, elle était préparée sur place à partir des bateaux de la pêche à la morue qui débarquaient à Paimpol et qui venaient de Terre-Neuve, d'Islande, etc. Donc ce pharmacien avait lui-même sa production d'huile de foie de morue, d'autres médicaments qu'il fabriquait, et il a pu construire des meubles qui sont de très belle allure, qui ont été livrés chez nous avec les jolis bocaux bleus que l'on voit sur cette image. Voilà. Ces bocaux nous ont été donnés, et de notre côté, nous avions déjà d'énormes collections de vieux médicaments, de mortiers, d'objets de pharmacie qui permettent de fabriquer les médicaments anciens. Et on a aussi un trésor qui est tout particulièrement un des plus beaux vases de la collection, qui est un vieux vase de 1780 par là, qui était un vase à thériaque. Et dans la thériaque, on mettait de l'opium, de la chair de serpent, une centaine d'autres composants qui étaient les remèdes miracles à tous les maux. Donc on a quand même de très belles pièces. 2 belles pièces qu'il va falloir restaurer. Vous demandez combien, pour être très concret sur la plateforme Kengo, pour vous aider? Alors le chiffre est donc assez conséquent, puisque l'ébéniste que nous avons interrogé
estime à environ 4 500 € la réfection, puisque les façades des meubles sont magnifiques, mais l'arrière a été délabré, parfois un petit peu torturé par l'informatisation de l'officine, ou abîmé et mis en péril par le dégât des eaux. C'est pas un petit meuble non plus. C'est pas un petit meuble. Alors, ce sont des meubles très importants et on a quasiment fait construire le futur conservatoire qui sera installé et investi dans un an. On l'a fait construire pour pouvoir caser ce fameux meuble qui est de très grande hauteur. Et bien sûr, on espère qu'il sera restauré d'ici là. On peut vous aider jusqu'à quand, dites-nous, sur la plateforme Caniveau? Alors, la campagne a démarré il y a 15 jours environ. Elle est donc un peu à son début. Nous allons faire des actions un peu plus larges encore en venant ici, en nous adressant à d'autres types de réseaux, les réseaux sociaux bien sûr, où on peut nous trouver. Et la campagne est encore là pour au moins 2 mois. Et quand les dons sont importants, en plus, vous nous offrez un très beau livre, une mémoire pour l'avenir, un livre consacré bien sûr à ce conservatoire du patrimoine hospitalier. Merci beaucoup à vous, Catherine. On va maintenant parler de décoration d'autres meubles, un peu moins anciens, mais avec vous, Aurélie. Dites-nous, vous nous emmenez dans une ambiance contemporaine et colorée. Oui. Tout à fait. Du coup, un couple qui change de maison et fait construire une nouvelle maison sur un terrain qu'ils aiment bien. Et eux aussi, ils ont déjà du mobilier qu'ils souhaitent conserver. C'est vrai que ça fait partie des projets aussi de garder une partie d'histoire. Donc là, en l'occurrence, c'est du mobilier en merisier et puis sinon des gros mobiliers qu'ils avaient déjà. Et on va voir comment est-ce qu'on va aménager cette grande pièce de vie dans leur future maison et les aider à se projeter. Donc là, on découvre le plan. Justement la pièce de vie. Voilà, la grande pièce de vie donc, qui est traversante avec des fenêtres de part et d'autre et qui donne notamment sur le jardin avec un accès à la partie nuit. Le premier enjeu justement c'est de structurer un peu mieux les espaces. Donc on commence par l'entrée qu'on va délimiter ici avec un claustrat bois avec quelques niches déco, un espace qui est assez pratique, on utilise tous les jours, donc il faut du rangement, une petite banquette pour pouvoir se chausser, se préparer. Derrière, on a le coin télé qui vient prendre place. C'est adapté parce que ici la fenêtre est plus petite, donc généralement sur le coin salon, on aime bien plutôt se poser en fin de journée. Donc c'est tout adapté. La cuisine, les plans étaient déjà amenés, on va dire, puisqu'il y a l'arrière-cuisine qui est juste à côté et elle qui est dessinée avec un îlot. Et puis au milieu, on va venir mettre la salle à manger. Et étant donné qu'on a une belle pièce, on va pouvoir aussi créer un petit salon d'été devant la grande baie vitrée pour pouvoir profiter du jardin. Très, très chouette comme projet. Alors, est-ce que vous avez sélectionné des matériaux particuliers justement pour ce projet? Oui, alors au-delà des matériaux particuliers, non, rien de particulier. C'est ce qu'on utilise dans les projets aujourd'hui. Les clients avaient deux souhaits, on va dire. Le premier, c'était de travailler avec un carrelage plutôt gris, parce que c'est facile d'entretien, voilà, pour avoir un sol dans cette tonalité. Et puis le deuxième, c'était qu'ils étaient ouverts pour avoir quelque chose de coloré avec des motifs. Et donc là, on s'est fait plaisir avec un papier peint intissé végétal. La couleur. Ah bah oui, il faut pas... La couleur. On y va quand il y a de la couleur. C'est bien. Et du coup, on part du papier peint pour trouver les couleurs qui vont aller. Et justement, voilà, des inspirations. On aime bien, c'est dans les tendances. Alors, il faut oser, il faut y aller. Ça peut être assez chargé. Mais voilà, ça crée une ambiance, une atmosphère qui est toute particulière. Et donc, on est parti sur ces bases-là pour aménager l'intérieur. D'accord. Alors, on peut découvrir maintenant la maison aménagée en 3D. Alors voilà, allons-y, visitons. Donc voilà, ça, c'est l'entrée quand on arrive avec les aménagements, le claustrat, bois et puis les niches déco. Et on voit tout de suite au fond, en fait, le papier peint justement qui est sur le mur. Donc derrière, on va voir le salon qui prend sa place avec la grande télé, une composition sur mesure pour pouvoir mettre quelques bibelots. On va continuer de découvrir la pièce. Donc le meuble à huile de foie de morue qui était là, je crois. Version 2020. Oui.
C'est par touche, hein, c'est par touche. Et la couleur, mais c'est ça, savoir bien les placer. Oui, et c'est ça. Oui, c'est pas sur tous les murs, mais on peut s'amuser. On peut s'amuser, ouais. Et puis tout à fait avec la peinture du coup, et puis quelques accessoires déco. C'est aussi des choses qui vont pouvoir être renouvelées, je sais pas moi, tous les 5-8 ans. Parce que les investissements, ils sont beaucoup sur le sol. Il y a des choses qui bougent pas. Et puis là, par exemple, un parti pris aussi pour la cuisine, c'est de venir la mettre dans une case un peu plus sombre, de la délimiter. Et voilà, alors qu'on est sur une pièce qui est vraiment ouverte. Mais ici, on va délimiter cet espace. Et puis voilà, la table ronde, là on voit mieux la cuisine, tout à fait. Donc cuisine aménagée avec un mur d'armoire pour avoir beaucoup de rangement, et derrière on distingue pas l'accès pour aller vers l'arrière-cuisine de cette salle. Et puis donc au milieu on a une table ronde avec des rallonges qu'on peut ouvrir quand on reçoit du monde et qui permet de garder une belle circulation. Et puis le petit coin salon d'été qui est devant la baie vitrée et qui est aussi assez pratique, parce que là aussi si on reçoit du monde pour l'apéro, on peut bouger plus facilement le mobilier et on n'est pas encombré dans le quotidien. C'est une très chouette proposition, franchement. Ça vous plaît ? Ouais. Très, très merci. Voilà, ça c'est dit. Voilà, est-ce qu'on peut écouter de la musique à un endroit ou à un autre dans le salon? C'est assez cosy, c'est assez sympa. Ça donne envie, on a envie de s'installer confortablement et puis d'avoir une belle musique. Je pense que c'est le moment de mettre le dernier album de Plantec. Ça m'amène à vous, Yannick. Vous êtes donc le guitariste du groupe Plantec et l'un de ses fondateurs, bien entendu. Vous êtes devenu incontournable, on va dire ça comme ça, sur la scène bretonne. En 15 années, vous avez su installer un univers, une vision, on va dire, moderne, un peu du fest-noz. Vous mêlez quoi? Tradition et électro, si on veut résumer un peu. Alors, on a commencé il y a presque 20 ans, on va dire, avec mon frère, donc, puisque Plantec, c'est notre nom de famille. Un duo. Et donc, il y a eu des rencontres, donc on est passé de 2 à 4, on a été jusqu'à 7 musiciens. Donc, pendant ce temps-là, on a produit environ 5 albums, en, on va dire 5 ans, à peu près. Et vous êtes 3 aujourd'hui. Et donc voilà, on connaissait déjà Djibril qui fait des machines. Et c'est vrai quand il est arrivé au sein de Plantec, on est passé à 3 musiciens et il s'est vraiment passé quelque chose humainement, musicalement, et on l'a aussi senti sur scène dans le partage avec le public, dans nos ressentis. Et donc on a fait un premier album à Wen qui était un petit peu notre album test de cette nouvelle version. Puis un deuxième, l'album Contact. Et là, à partir de l'album Contact, on a commencé à vraiment tourner à l'international, où il y a eu des tournées au Togo, en Inde, au Japon, un petit peu partout en Europe, et puis bien évidemment, beaucoup en Bretagne. Bien sûr. Alors, c'est l'énergie qui vous caractérise. On va vous retrouver tout de suite au Festival interceltique de Lorient avec un extrait de No Chistro. On vous écoute. On ne peut plus s'arrêter d'écouter, ça donne envie de danser. L'énergie, on l'imagine, évidemment, elle est toujours différente quand on compose un disque. Et là, vous venez de sortir donc la semaine dernière, votre dernier album, c'est Ironate. Qu'est-ce que ça signifie, Ironate? Ironate, la traduction, c'est hybride, métissé, mais en fait, c'est l'album c'est un chemin de vie, en fait, d'un être qui arrive dans un monde qu'il ne connaît pas, dans lequel il va faire ses expériences, ses découvertes, puis va venir le temps de l'expérience, des choses plus fortes, puis de la transmission, du partage, et puis la mort. Et donc voilà, on a écrit ces 12 titres, et du coup moi j'ai écrit 12 poèmes, petits textes, avec lesquels on s'est inspiré pour faire des... Donc, puisque sur 5 titres, on chante en breton et c'est vraiment la nouveauté de ce disque. Ah oui, alors ça c'est incroyable. Vous vous êtes servi de vos 3 voix comme d'un instrument. Voilà, oui. Puisqu'on a comme la bombarde est aussi
est notre chanteur depuis, depuis le début, qui a vraiment ce rôle de voix. Et on a eu envie d'intégrer un nouvel instrument. Donc c'est nos 3 voix. Et donc là, c'est vrai qu'il est sorti donc, la semaine dernière. Et on va présenter donc, la semaine prochaine au Festival Rueva Rock une création, puisque sur 3 titres, on a des invités du monde entier. Donc 2 Japonais, un Burkinabé, 2 Finlandaises et 2 Bretonnes. Donc on va présenter toute cette création au Festival Rueva Rock la semaine prochaine. Et puis il y a toute une tournée en Bretagne, en France, en Europe. Partout, mais oui, vous allez en Macédoine du Nord, en Allemagne, en Italie, plein de dates à venir, hein, on les affichera tout à l'heure. C'est un album un peu tribal, un peu sauvage, métissé, enfin vraiment voilà. Ces collaborations avec tous ces musiciens invités, ça c'est quand même une richesse extraordinaire. Quoi. Bah, toutes ces rencontres se sont faites en tournée. En tournée en fait. En tournée, donc le Burkinabé, on l'a rencontré en Bulgarie, donc les 2 Japonais qu'on invite, on a partagé la scène dans un club à Tokyo avec eux et on est resté en contact parce que vraiment l'accroche a été incroyable. Et puis, mais donc voilà, l'idée de cet album, c'était vraiment de ressentir ce côté sauvage et animal qu'on peut avoir tout au long de la vie, à partir de la naissance, la découverte et même des fois dans la vie de tous les jours. On danse beaucoup, hein. Ouais, on danse énormément sur vos titres. C'est important pour vous sur scène justement, cette énergie, cette danse. Enfin, voilà, il y a quelque chose de particulier qui se passe. L'énergie est extrêmement importante et effectivement, et d'autant plus en live. Mais je dirais que c'est que ce soit sensible en fait, que ce soit qu'il y ait plein d'émotions et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire tous les 3. C'est de faire ressentir des émotions aux gens, que ce soit quelque chose de fort, de sensible, de dansant, de triste, de joyeux. Et même de poétique, puisque vous écrivez des poèmes que vous traduisez en breton, hein, attention. Vous les écrivez en français? Je les écris en français parce que je suis encore étudiant en breton, donc j'ai des progrès à faire. Donc pour écrire les textes en breton, c'était un petit peu compliqué, mais et donc Maël Lopito, qui est l'ancien chanteur de Plantec, m'a aidé à faire des traductions. Très bien, merci beaucoup Yannick Plantec. On ne peut que recommander cet album Ironat qui est distribué par Cobbraze. Et puis donc on vous retrouve sur scène, il y a tout un tas de dates, le 22 février par exemple à Plescope dans le Morbihan, hein, au festival Rueva Rock comme vous le disiez, le 21 mars à Saint-Rivoal dans le Finistère, le 4 avril à Rennes, le 11 avril à Ploërmel, le 25 avril à Noyal, Pontivy et j'en passe. Et puis votre tournée européenne que vous annonciez, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, ça donne envie de vous voir quand même sur scène. Avec plaisir, vous êtes bien. On va danser avec vous. On va pas s'ennuyer, ça je peux vous le dire, c'est pas prêt. Hein. Pas encore. Non, pas encore. Ah bah non, pas avec lui, ça c'est certain. Un grand merci à tous. Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain à 10h45. Ce sera une émission très spéciale, très particulière, autour de la Saint-Valentin, une émission pleine d'amour. Je vous en dis pas plus, il y a quelques surprises qui risquent de vous attendre. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Hein. Normalement, vous ne devriez pas vous ennuyer. Ça devrait aller. À demain, Kenavo. 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 C'est comment?